Il n'y a pas un jour où j'ai été au Big Deal en reculant. Jamais. Ça a été une expérience extraordinaire. Je m'appelle Vincent Lagaffe et je vais vous raconter la folle histoire du Big Deal. Bip bip! Voilà, ça n'a pas changé. Hervé Hubert est arrivé des États-Unis avec un jeu qui s'appelait Let's Make a Deal, qui était exactement la mécanique du Big Deal, sauf que les cadeaux n'étaient pas des cadeaux comme on a pu les voir sur le plateau, c'était de l'argent cash. Et à l'époque en France, sortir des liasses de billets et compter de l'argent comme ça le faisait pas. Donc on a transformé Let's Make a Deal en Big Deal et on a offert des cadeaux, des bagnoles, des cuisines, des frigos, des voyages et voilà. Et voilà, vous êtes musicien, c'est pour vous ce cadeau! Un petit orchestre! Et dans Let's Make a Deal, quand j'ai eu le format, j'ai dit, je vais faire un truc sauvage. C'est-à-dire que je vais faire un peu l'opposé de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que là, on te met une croix, on te dit, regarde bien la caméra, sois dans la lumière, etc. Et ça, je sais pas faire et ça ne m'amuse pas. Quand j'ai proposé l'émission à TF1, je leur ai dit, à peu près, c'est ce que j'ai écrit dans le bouquin, je leur ai dit, écoutez, je vais présenter l'émission en queue de pyrose. Je vais jamais répéter. Si je fais des fautes de français, de vocabulaire, de syntaxe, je ne répéterai pas. Je vais parler le langage de la rue. Je vais co-animer avec un présentateur virtuel qui sera un extraterrestre. Tu ne fais vraiment pas un métier facile. Et je vais faire l'émission dans un décor explosé d'usine désaffectée. Et il y a eu un grand silence autour de la table. Et le patron de TF1, Patrick Lelay à l'époque, a accusé un petit silence de quelques secondes. Et puis toutes les têtes se sont tournées vers lui. Et lui m'a regardé en disant « Mais t'es vraiment un grand malade. Ça peut être prêt dans combien de temps? Je veux essayer. » Et voilà, c'est comme ça que le Big Deal est né. Et alors, un autre détail qui est tout bête, c'est que quand on fait une émission de télé comme ça, on a 5, 6 caméras, 7 cadreurs, 7 assistants cadreurs. Et comme j'avais dit à Gabriel Coteau, le réalisateur de l'émission, que je ne répéterai pas et qu'il fallait pas me demander de regarder une caméra ou une autre, qu'il y ait le rouge sur la caméra ou pas, je m'en fous. On a mis 19 caméras, de manière à ce qu'ils puissent être sûrs de me choper tout le temps. Donc on avait 19 caméras, dont 5 portables, parce que quand je pétais les plombs, je partais n'importe comment, sans prévenir. Et donc il y avait le mec qui courait avec les caméras derrière moi. Ça a été une expérience extraordinaire, qui n'a jamais été réitérée, parce que c'était un énorme barnum quand même, c'était énorme. Je ne pouvais pas prévoir que ça marcherait comme ça. Je pense qu'il faut une certaine prétention pour se dire on va cartonner pendant 8 ans, on va être l'émission de jeu dont tout le monde va se souvenir, on va avoir des sets d'or. Non, on part sur le truc parce qu'on a une équipe de furieux. Il n'y a pas un mec qui vient de la télévision, c'est que des mecs qui viennent du rock'n'roll. Donc on avait une efficacité redoutable. Il y avait un décorateur de cinéma, il y avait une costumière, Momoun, qui a été avec moi pendant 30 ans. Il y avait un directeur artistique et un ancien danseur de l'Opéra de Paris, donc il savait un tout petit peu de quoi il parlait quand on parlait de mise en scène. On avait des rôdes du rock'n'roll, c'est-à-dire que les décors, ça arrivait à une vitesse et ça repartait. C'était répété, c'était millimétré. Donc ouais, on arrivait à donner un spectacle sans couper, ok, on va la refaire. Non, on n'a jamais refait 2 fois une prise, à moins d'avoir une grosse couille dans le potage, mais on n'a jamais refait 2 fois une prise. Et c'est ça qui était magique, c'est que le générique partait. C'était Bill qui disait, mesdames et messieurs, voici Vincent Lagaffe. Et boum, et c'était un spectacle. C'était pas une émission de télé. La télé filmait un spectacle. C'était extraordinaire. Hervé Hubert, qui a toujours eu un train d'avance, avait vu Donkey Kong. Il y avait une émission aux États-Unis où il y avait déjà les prémices du personnage virtuel. Et il m'a dit, regarde, parce qu'il fallait absolument qu'on ait quelqu'un pour présenter les cadeaux, les personnes. Moi, j'avais pas envie de dire, mesdames et messieurs, vous allez jouer pour un frigo, double porte, 45 litres. Ça me gonflait. Moi, ce que je voulais, c'était faire le con et faire rire les gens. Donc, je voyais pas comment faire rire les gens dans la description du cadeau. Donc, j'avais dit, il faut absolument trouver quelqu'un avec qui je m'entends et surtout qui va me renvoyer la balle, avec qui il peut y avoir un échange. À l'époque où j'étais en cabaret, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Gilles Vautier, qui était pianiste et qui était un grand déconneur, un mec de grande culture, et barré. Mais quand je dis barré, il était complètement barré. Et on avait une très très bonne complicité. Donc je lui ai proposé le truc, Hervé a développé techniquement, enfin il a fait appel à une équipe. Bill demandait 4 personnes pour faire Bill. Il y avait Gilles qui était dans une combinaison avec des capteurs dans une pièce grande comme celle-là. Il y avait un mec qui ne faisait que les expressions du visage, un marionnettisme, qui avait des gants avec des capteurs et il faisait, à chaque mouvement de doigt, il y avait
une émotion du visage qui se dessinait. Il y avait un mec qui passait les informations, il y avait un type qui gérait l'ordinateur, et il y avait un mec qui s'occupait de toute l'hygrométrie, la température de la pièce, parce que c'était vraiment quelque chose qui était au millimètre. On n'aurait pas pu le faire en direct, parce que c'était vraiment une très grosse technique. Et entre le « Bonjour mon ami Vincent » et le moment où je l'entendais, il y avait un délai de 2 secondes. Donc il fallait que je joue avec ce delay, et lui, il fallait toujours qu'il arrive à savoir à quel moment je vais arrêter de parler pour pouvoir me chevaucher d'une demi-seconde pour paraître... C'était vraiment un exercice... Après c'est devenu royal, mais ouais, c'était vraiment un exercice assez périlleux, surtout quand tu bosses dans les conditions du direct. Je me dis surtout que si on avait la possibilité de reprendre cette émission avec les progrès techniques qui ont été faits, on aurait un truc, on aurait peut-être même l'hologramme sur scène maintenant, ça serait extraordinaire. Mais bon, c'est pas moi qui décide qui fait la télé. J'aime beaucoup Jim Carrey, j'aime beaucoup le film The Mask. J'ai toujours aimé... alors je sais pas, là je vous parle d'un temps que vous avez peut-être... Ça vous dit quelque chose, Poppin' Pete? Poppin' Pete, c'est le mec qui est à la base de la danse de Michael Jackson. Et c'est très New Orleans, avec des grandes vestes, des grandes chaînes, des guêtres, ces grands chapeaux avec le bandana sous le chapeau. Et j'adore ce côté... West Side Story. Et on m'a dit, comment tu veux être habillé? J'ai dit, mais je vais pas m'habiller comme tous les animateurs de télé, puisque je suis pas comme tous les animateurs de télé. Donc j'ai dit, je vais me déguiser, je vais me costumer, on fait un spectacle. Et je me suis costumé, et j'ai pris ce costume-là. Et plutôt que de le prendre jaune comme The Mask, ben, je l'ai pris en rose. Et puis après, on l'a mis dans toutes les tenues. Et je me souviens que l'été, j'avais demandé à ce qu'on me fasse des queues de pie, mais manches courtes et bermudas. Je les ai gardées. Et je rentre dedans. Et je vous emmerde tous. Fred, qui a été mon directeur artistique, mon régisseur pendant les 15 ans de scène que j'ai fait avant de monter sur les plateaux de télé, on s'appelait et il me téléphonait, il me disait « Tiens, on a un jeu avec des brouettes, on va faire ça, on va faire ça. On a une idée de jeu avec une voiture qui traîne une caravane. Dans la caravane, on met un mec qui doit faire une pizza et le tout, on le fait passer sur un terrain de motocross. » J'ai assisté à aucune des réunions, aucune des préparations parce que moi, je voulais arriver et poum, je voulais lâcher les chiens sans savoir, sans répéter, avoir la spontanéité de la surprise. Donc c'est encore une chose qu'on peut plus faire maintenant parce que si tu répètes plus, il paraît que ça tient pas la route. Pour moi, c'est le contraire. Il faut qu'il y ait de l'imprévu. Mais ouais, il faisait une réunion toutes les semaines, puis après tous les matins, mais toutes les semaines, il y avait une grosse réunion à la sortie de laquelle on m'envoyait par fax, parce que nous, on n'avait pas encore de mail, on envoyait par fax les idées, je validais, et puis ça partait, on fabriquait tout, on construisait tout, on peignait, on électrifiait, on fabriquait absolument tout. Ça sortait de l'esprit tordu de Fred. On a fabriqué quelque chose comme 700 jeux. C'est un truc de fou. C'était des émissions de 47 à 50 minutes et moi je voulais de toute façon qu'on ne dépasse jamais 60 minutes d'enregistrement pour qu'on reste vraiment dans les conditions du direct. Il y avait une très grosse mise en place faite le matin pour la première émission. Il y avait répétition, etc. Moi, j'arrivais vers 11h. Je faisais le tour de l'équipe, parce que c'était pour moi le plus important, aller voir l'équipe. On se connaissait tous par nos prénoms, on connaissait le nom de nos femmes, de nos enfants, on savait les galères. Bref, c'était vraiment une équipe, une famille, parce que là, je prends le mot famille, vraiment. Et puis, on commençait à tourner à 14h. Il y avait 1 heure, 1 heure et demie de battement entre les 2 émissions pour justement changer les décors, changer les accessoires, prévoir ce qui allait arriver, laisser la place pour se croiser. On changeait le public et j'en faisais 2, donc ça faisait 2 heures de spectacle. Et puis on était aussi dans une période que vous n'avez pas connue, qui est l'abondance. D'ailleurs, tonton il a dit, c'est fini l'abondance. C'est-à-dire que c'était nos limites. Et comme on avait la chance d'avoir une très bonne équipe et de faire du très bon boulot, on faisait des audiences qui permettaient de vendre la pub excessivement cher. Donc, plus on faisait de l'audience, plus on avait de l'argent. Et plus on avait de l'argent, plus on était barré, plus ça marchait. Les premiers personnages, ça a été Hervé Budin, dit Ramucho, qui était dans l'écurie Hervé Hubert, qui faisait du one-man show, qui avait besoin de se faire connaître, donc faire de la promo. Et comme il jouait de la flûte de Pan, et qu'on trouvait ça assez hallucinant, on a repris des tubes, joués à la flûte de Pan, et les gens devaient les découvrir. On a eu des purs celtes qui venaient jouer de la cornemuse, du biniou. DJ Aspect s'est pointé parce qu'il fallait nous faire un truc de John, et on a amené un peu de fraîcheur avec ça. On a été un des premiers à montrer le backstage. Avant, il fallait pas montrer, mais si, montre, c'est le bordel, c'est dégueulasse. On ne montre que ce qu'il y a de brillant. Fais voir
Et donc ça a beaucoup plu aux gens qu'on les mette dans la complicité. Ils avaient l'impression de faire partie de la bande. Mais après, des fous rires, ouais, quand t'as l'infographie qui merde et qui va à contresens, et que toi tu en joues et ça fait rire le public, donc t'en rajoutes, tu fais... Ouais, on a joué absolument de tout. On a déclenché un incendie monstrueux sur le 107, mais en 3 quarts d'heure, on a évacué tout le monde, on a éteint l'incendie, on a remis les câbles, on a remis les gélatines, on a redémarré le spectacle, et en plein spectacle, les pompiers sont arrivés. On n'a pas coupé, on a gardé. Et les gens se disent, mais c'est pas possible, c'est une mise en scène. T'as les pompiers qui arrivent pour un incendie qui est terminé, classé, et on redémarre. Donc, des mecs ont pensé que c'était une blague. Ouais, on a eu des très grands fous rires, mais aujourd'hui, ça me manque. Et ouais, j'y retournerais bien et repéter les plombs. Mais repéter les plombs comme à l'époque. Voilà, si on peut pas dire certains mots parce que... Oh, laisse tomber. Non, je savais pas s'il y avait comme cadeau, mais je pouvais le savoir. Je vais balancer un scoop, sans tricher, parce que c'était pas vraiment de la triche, parce que on pouvait pas changer derrière le rideau ce qu'il y avait. Mais quand on avait un candidat pas cool, pas sympa, et qui donnait pas, qui venait juste pour prendre, s'il était sur la possibilité de rejouer, je demandais ce qu'il y avait derrière le rideau pour le pousser ou ne pas. Voilà. Et c'est vrai que ça m'est arrivé parfois. Le mec avait gagné une bagnole et je lui faisais croire que derrière le tableau, le rideau, il pouvait y avoir 2 voire 3 voitures. Et donc je l'incitais, puis il se retrouvait avec une botte de poireaux. Ah oui, on a fait gagner des boîtes de boulons, des carottes râpées, des roues de secours, un câble d'ascenseur. Autant on avait des cadeaux absolument somptueux, il y avait des cadeaux à 50 000 balles. Le mec, il gagnait une voiture avec une caravane et l'essence pour partir en voyage. Ouais, c'était un beau cadeau. On a fait gagner des trucs de fou. Mais on a fait gagner des belles merdes aussi. Si je devais choisir un seul souvenir, je pense que je garderais la spéciale Louis XIV qu'on avait faite. Les spéciales étaient très très bien parce qu'on avait des décors extraordinaires. Et les deux dont je me souviens, c'est la spéciale préhistorique. C'était terrible. Moi, j'étais arrivé en Cro-Magnon, j'avais fait toute l'émission en Cro-Magnon. Et puis la spéciale Louis XIV où on dansait le menuet, on parlait de la sorte. Je suis bien aise de nouvelles que vous me portez. Madame, votre mère vous a mandé. Voilà, c'était marrant. Si, il y en a une où je me suis bien fendu la gueule, parce qu'il y a eu un grand doute. À l'époque, c'était Sabine Mignot qui était la directrice des variétés de TF1. Et on avait fait une spéciale lendemain de réveillon. Et nous, on l'avait appelée spéciale tête dans le cul. Et donc, elle était arrivée en régie en disant « Oh, bonjour, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Alors, Vincent a dit « On va faire une spéciale tête dans le cul. » Une spéciale tête dans quoi? C'est tête dans le cul, c'est gueule de bois. Et on avait fait toute l'émission en étant bourré. Et c'était marrant parce que même le public avait joué le jeu. Le public, au retour pub, il dormait. Obligé de les réveiller. Ouais, c'est vrai que c'est le truc qu'on me demande le plus. C'est vrai que quand j'arrive sur un plateau ou quand j'arrive dans une manifestation, que j'arrive sur un briefing de rallye raid ou un briefing de course de jet ski, il y a 500-600 personnes devant le podium et je peux pas lâcher le micro si j'ai pas fait bip bip. Voilà, ça n'a pas changé. Colmini.